Alors, l'ours, c'est un sujet d'actualité, malheureusement trop souvent, mais une actualité que je n'aborderai pas, parce que ce n'est ni dans mes compétences, ni dans mes envies. Mais peut-être que se pencher sur ce qu'ont été les rapports entre l'homme et l'ours dans les temps passés peut faire un peu mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé sur l'Ariège, donc presque toutes les références et les illustrations que vous allez voir viennent de l'Ariège, mais on peut sans problème élargir à toutes les Pyrénées. On relève toutefois, quand même, que c'est en Ariège que l'ours a pris sa dimension la plus identitaire et que c'est là aujourd'hui que se concentrent les problèmes de cohabitation. Alors, pour comprendre ce que fut la cohabitation homme-ours dans les siècles passés, j'aborderai d'abord la dimension mythique de l'ours, puis les comportements contradictoires des hommes face à l'ours, c'est-à-dire une familiarité en même temps que l'extermination. Un aspect très particulier de ces rapports homme-ours, celui des montreurs d'ours. Et ensuite, le fait que l'ours est devenu un symbole identitaire des Pyrénées. Alors, oui, je dirais que dans l'ensemble des croyances et des pratiques multiséculaires liées à l'animal sauvage, l'ours a une place tout à fait singulière, depuis toujours et aujourd'hui encore. L'ambiguïté qui préside au rapport homme-animal est avec lui poussée à l'extrême. L'homme face à l'ours, c'est la crainte et l'admiration, l'inquiétude et la fascination, l'attrait et le rejet. L'ours est le seul quadrupède à pouvoir se tenir debout. Il saisit avec ses mains, enfin, ses pattes, on a envie de dire ses mains. Il cueille des fruits. Son empreinte de pied avec ses 5 doigts est presque celle d'un homme. Il grimpe aux arbres. Il nage, il pêche, il peut s'asseoir, marcher en arrière. Donc il est omnivore. Alors quand l'ours se dresse de toute sa taille, les bras levés, comment ne pas penser à un homme sauvage, terrifiant, mais si proche. Voilà un beau tableau de Marie de la Giraudière, une artiste ariégeoise, qui a représenté l'ours. En effet, vous voyez qu'il a une attitude humaine. Alors, on va voir comment d'abord, l'ours a été une divinité dans des temps très lointains. C'est cet aspect très impressionnant et cette proximité avec l'homme qui a forcément donné une dimension mythique. Alors, on a des représentations préhistoriques de l'ours. En voici une qui est un gravé galé de la grotte de Massat, en Ariège. Mais on a on a relativement pas mal de représentations d'ours préhistoriques, mais on n'a aucune trace d'un véritable culte à l'époque préhistorique. Il y a tellement de choses dont on n'a pas connaissance pour l'époque préhistorique qu'après tout, on ne peut pas jurer qu'il n'y a pas eu de culte. Par contre, le culte de l'ours est bien attesté dans les civilisations de l'Europe occidentale. Et on le suit notamment par la linguistique. Il y a une racine indo-européenne, arc, qui a donné arctos, en grec. Arctos veut dire ours. Et arctos, par exemple, a donné arctique. Arctique, c'est le pays des ours. Alors c'est intéressant de voir on va voir que cette racine est présente en beaucoup d'endroits. Alors, on peut remonter à la mythologie grecque, déjà. Artémis, déjà, c'est la déesse de la faune sauvage, et notamment la déesse des ours, la déesse de la chasse aussi, bien sûr. On sait par exemple qu'elle a transformé la nymphe Callisto en ours, et pour la sauver, Zeus a transformé cet ours en étoile, c'est la grande ours. Il y a beaucoup d'autres textes de l'époque, de la mythologie grecque qui racontent des histoires d'enfants abandonnés dans une forêt et sauvés par des ours. Dans la mythologie celte, il y a aussi une déesse Artio, la même racine, qui a un ours pour attribut. Alors ça, ce sont des mythologies où on voit l'ours attribut d'un dieu. Mais il y a beaucoup d'autres mythologies où l'ours est un dieu lui-même. C'est notamment dans toutes les cultures de l'Europe occidentale, les Celtes et les Germains. Alors, dans toutes les cultures du monde, il y a toujours un roi des animaux. Un animal qui a une supériorité sur toutes les autres et une place centrale dans les croyances et dans les cultes. Alors, chez les Celtes et chez les Germains, ce roi des animaux, c'est l'ours. Il est l'incarnation de la force et de la supériorité sur toutes les autres bêtes. Et il est l'attribut des chefs et des guerriers. Et le plus grand héros de l'histoire médiévale, de la littérature médiévale, c'est le roi Arthur, qui est aussi un roi ours. Alors c'est un animal dieu, symbole de force et de pouvoir, un animal qui habite la forêt,
La forêt, c'est l'incarnation de la nature sauvage, un lieu mystérieux, propre à toutes les croyances, à toutes les peurs, à toutes les légendes. Mais cet ours est presque humain. Donc, on l'a dit, son attitude physique, ses comportements pratiques, son régime alimentaire le rapprochent de l'homme. On dit aussi qu'il est très proche de l'homme par sa sexualité. Ça, c'est ce qu'on dit, mais on l'a dit longtemps au Moyen-Âge. Par exemple, vous avez là le... Alors, comment on fait pour voir? C'est ça, je crois? Non. Voilà, oui. Le livre de chasse de Gaston Phébus qui montre un accouplement d'ours et d'ours face à face comme les humains. Alors ça c'est pas vrai, mais c'est ce qui se disait tout au long du Moyen-Âge et qui le rapprochait encore de l'homme. Et l'ours donc a une réputation d'appétit sexuel et l'ours encore plus. L'ours. Donc il est en quelque sorte une version primitive, on peut dire, et sauvage de l'homme. Alors cet animal sauvage, qui vivait dans des lieux pleins de mystères, la forêt, mais qui ressemblait à l'homme, voilà de quoi faire naître un culte. De plus, il est associé à des passions condamnables, entre guillemets, par l'Église. Donc, quand l'Église chrétienne s'est implantée, l'ours pour elle a été un danger. Donc, elle a mené, l'Église primitive, a mené une véritable guerre à l'ours. Une guerre physique déjà, par exemple à l'époque de Charlemagne, les ours, enfin on a fait un véritable massacre d'ours. Et puis une guerre morale. L'Église a présenté l'ours comme une créature du diable, l'incarnation de multiples vices. Au mieux, on a des légendes qui montrent un ours soumis par un saint, donc vaincu par la religion du Christ qui est plus forte que l'homme sauvage. Et le pire alors, c'est la guerre qu'a fait l'Église à l'ours par le ridicule. L'Église, vous savez que les combats d'animaux étaient des choses fréquentes à l'époque romaine, dans les arènes, etc. L'Église a interdit tous les combats d'animaux, sauf l'ours. L'Église médiévale a encouragé les montreurs d'ours qui ont présenté des animaux, donc vous voyez... Elle a donc privilégié les montreurs d'ours qui montraient des animaux enchaînés, humiliés, contraints à des exercices grotesques qui faisaient rire. Et parallèlement, s'est développée une littérature de clercs qui a utilisé abondamment l'animal pour décrire les vices humains. L'œuvre la plus célèbre, c'est le roman de Renard. L'ours y est définitivement ridiculisé. Dans le roman de Renard, l'ours est bête, maladroit, peureux. Il est tout le contraire de l'image qu'il avait dans la civilisation, dans la culture populaire de l'Europe occidentale. Au final, on peut dire que l'Église a remplacé l'ours dans son rôle de roi des animaux par le lion. C'est depuis qu'on dit que le lion est le roi des animaux. Le lion était une bête qui était connue dans la Bible, mais sans plus, et surtout il était inconnu en Europe occidentale, donc il n'était pas dangereux comme l'ours. On ne pouvait pas avoir de culte du lion, personne n'avait jamais vu de lion. Donc elle a transformé dans les fables, tout ça, la place, c'est le lion qui a pris la place de l'ours. Alors cet héritage mythique lointain, plus ou moins transformé par la culture chrétienne, se retrouve dans le patrimoine immatériel des Pyrénées, dans les traditions populaires, dans ses contes et légendes et dans son imagerie, jusqu'au XXe siècle au moins, et encore aujourd'hui. Mais ici, dans les Pyrénées, il est toujours resté étroitement lié à l'homme, et si l'Église en a fait l'incarnation du mal, les Pyrénéens ne l'ont jamais entendu ainsi. Alors dans les Pyrénées, le très ancien culte de l'ours se devine dans les rites liés au renouveau de l'année et de la fécondité. L'ours a un rythme biologique étrange, il hiberne, et donc il s'endort quand la nature s'endort, pour l'hiver, et son réveil annonce celui de la nature, c'est le retour de la vie. Donc son sommeil et son réveil scandent le calendrier pyrénéen. Là, vous avez le récit des notes prises par un ethnologue en Ariège, qui dit que quand l'ours enferme dans sa taverne, de Notre-Dame on
dit qu'il se couche dans sa caverne, et il met, il met son petit doigt dans la bouche et il dort. C'est mignon, tout plat. On raconte aussi que quand il s'endort, il colle son oreille au sol, comme ça il entend tout ce que disent les hommes. En de nombreux lieux des Pyrénées, l'ours sort de sa tanière le jour de la Chandeleur, le 2 février. On raconte que les crêpes de la Chandeleur, on les appelle parfois les pâtes de l'ours. Et parfois c'est le 25 mars, le jour de l'Annonciation. À ce moment-là, on n'appelle plus l'Annonciation, on dit que c'est Notre-Dame de l'ours. Alors, que ce soit le 2 février ou le 25 mars, on dit, dans toutes les Pyrénées, que s'il fait beau ce jour-là, l'ours sort de sa tute, de sa caverne, et il fait sécher sa paille au soleil, mais l'hiver va continuer pendant 40 jours. Si par contre, ce jour-là, il pleut, le printemps va arriver. Ça pourrait être contradictoire, mais c'est ce qu'on dit. Alors, lorsqu'il sort de sa tanière, l'ours débouche son corps par ce qu'on appelle le pet de l'ours. Et on raconte que les âmes de ceux qui sont morts en hiver, pendant le sommeil de l'ours, vont d'abord sous terre. L'ours les aspire et il les garde. C'est comme un purgatoire. Et quand il se réveille, il les renvoie au ciel par son paix. L'ours est à la fois un animal chthonien, un être des profondeurs mystérieuses et un symbole de la vie qui revient. Il est un conducteur des âmes, un passeur qui amène de l'obscurité de la mort à la lumière du paradis. Alors, autour de la Chandeleur, tout au long des Pyrénées, les fêtes de l'ours célèbrent la force vitale, primitive, celle qui vient de la nature sauvage. Alors voilà une photo d'une fête de l'ours à Saint-Laurent-de-Cerdon. On célèbre la sortie de l'ours en une mise en scène très ritualisée. L'ours poursuit des filles, il en enlève une ou plusieurs, il est poursuivi par les chasseurs qui le capturent et le rasent pour lui rendre un aspect humain. Et la fête se termine souvent par une danse célébrant l'union de l'ours et d'une jeune fille. Ces fêtes représentent une symbolique multiple. C'est le rite de passage des saisons, la volonté de se concilier les forces de la nature dont on attend la fertilisation des terres, la célébration de la sexualité, source de la vie humaine comme le printemps et source de l'éclosion des récoltes, mais aussi la domination finale de l'homme sur la nature sauvage. Alors il faut bien dire que ces fêtes de l'ours, il y en a beaucoup dans les Pyrénées, mais elles n'ont subsisté que dans les régions où il n'y a plus d'ours depuis longtemps. On n'en connaît pas, par exemple, il n'y a pas de fête de l'ours dans les Pyrénées ariégeoises, il n'y en a pas non plus dans la vallée d'Ossau, dans le Béarn, alors que ce sont les lieux où les ours sont restés le plus longtemps. Alors peut-être que là où il n'y avait plus d'ours, la chasse rituelle avait remplacé la véritable chasse. Et à l'inverse, peut-être que là où il y avait des ours, on ne les considérait plus que comme des animaux à abattre, en oubliant l'héritage mythique qui avait longtemps accompagné. Alors, maître du temps, maître de la vie, géniteur divin et passeur d'âme, l'ours a habité le sacré pyrénéen. Et ce qui reste aujourd'hui de ces croyances, c'est sans doute qu'un pâle reflet de ce qui a dû exister dans les temps les plus anciens. Et il n'y a pas que l'incarnation de la nature. Il y a aussi des liens mythiques plus étroits encore entre hommes et ours. On raconte que dans les temps les plus anciens, la frontière était ténue entre l'homme et l'ours. Il y a des légendes, par exemple, on raconte qu'à l'origine, l'ours était un homme et qui a été puni par Dieu pour une faute. De nombreux récits relatent le passage de Jésus dans les Pyrénées. Et Jésus, christianisant les Pyrénées, on peut dire, a rencontré des hommes, par exemple, et des femmes qui ont blasphémé, qui ont commis un sacrilège, qui ont refusé de lui faire l'aumône, et il les a transformés en ours. C'est là l'origine des ours, dit-on. Dans l'autre sens, l'ours a donné naissance à des hommes. C'est les récits nombreux d'ours poursuivant des jeunes filles ou des femmes. Alors, le plus universel de ces contes, c'est le conte de Jean de l'Ours, qui raconte comment un ours a enlevé une femme, il l'a gardée dans sa grotte, il a né un fils très fort, devenu grand, ce Jean de l'Ours s'enfuit avec sa mère, et il accomplit des exploits contre des dragons, contre le diable, contre des géants, et il finit dans les bras de la plus belle des princesses, bien sûr. Là, à gauche, oui, voilà. Oui. Vous voyez un récit aussi de Jean de l'Ours relevé par un ethnologue en Ariège. Et dans les contes populaires ariégeois, on évoque aussi un passé lointain et mythique, au temps où l'ours était le seigneur des lieux. Alors d'autres légendes concernent les rapports entre l'ours et l'homme, mais ces hommes, ce sont des saints.
Alors, ce sont les symboles ce sont des légendes qui sont les symboles de la domination chrétienne sur l'animal Dieu. On voit des ours devenir les compagnons d'un saint. Alors on en trouve depuis le début de la christianisation, on trouve des ermites retirés au désert au milieu des bêtes sauvages, tels Saint Antoine et Saint Blaise qui va devenir le patron des animaux. Mais il y a aussi des exemples pyrénéens. Saint Aventin, alors là vous avez le retable de Saint Aventin en Comminges, qui montre comment Saint Aventin, qui était un ermite, a vu un jour un énorme ours venir vers lui en grognant. Il l'a laissé approcher sans crainte et il a vu que l'ours avait une patte enflée. Et il l'a soigné, il avait une épine qui était rentrée, il l'a soigné et l'ours est devenu son compagnon. On trouve aussi alors une légende ariégeoise, voilà, là c'est la légende de Saint Vallier. Saint Vallier était le premier évêque du Couserans. Et il était très pauvre et il faisait à pied ses tournées épiscopales. Et un jour, Saint Martin est venu le voir, et Saint Martin a eu pitié de ce pauvre évêque si misérable, et il lui a donné son âne pour faire ses visites pastorales. Alors désormais, Saint Vallier a fait ses visites pastorales avec son âne, et plus facilement, parce qu'il portait sa besace, ben voilà. Et il a appelé son âne Martin d'ailleurs, c'est pour ça que les ânes s'appellent Martin depuis. Et un jour, il s'est égaré, la nuit est tombée, alors Saint Vallier s'est arrêté au pied d'un arbre, il a attaché Martin à l'arbre et il s'est endormi. Et à son réveil, il a trouvé le pauvre Martin qui était à moitié dévoré par un ours. Alors il s'est mis en colère contre l'ours, il a dit « Puisque tu as mangé mon Martin, tu prendras sa place et tu porteras ma besace. » Et l'ours s'est incliné et depuis, il a porté la besace de Saint Vallier. Alors voilà, ça c'est dans l'église du Stou qu'on rappelle cette légende, voilà, le pauvre Martin et l'ours. Alors la présence de Saint Martin dans cette légende n'est pas un hasard. Les cultes païens étaient un danger pour l'église primitive, je l'ai dit, et notamment tous ceux qui présidaient au changement de saison, parce que c'était les plus fêtés, quoi. Alors plutôt que de supprimer ces cultes, l'église chrétienne les a christianisés, et on a choisi le culte d'un grand saint pour remplacer les cultes liés au début de l'hiver, et notamment à l'hibernation de l'ours. Et ce fut Saint Martin. Saint Martin, je vous le rappelle, il est fêté le 11 novembre. Tout le monde l'oublie parce qu'on a remplacé le 11 novembre par l'armistice. Mais c'est la fête de Saint Martin qui est le plus grand saint de la Gaule et qui a marqué durant tout le Moyen-Âge un repère essentiel dans l'année populaire. C'était la date des grandes foires, du paiement des dettes, de nombreuses réjouissances. Et donc, l'hibernation de l'ours qui marquait le passage du temps des dernières récoltes à celui de la désolation hivernale a été mise sous l'évocation de Saint-Martin. Alors, remplacer ce culte ancien et païen par le culte d'un grand saint, ça a été assez efficace, mais ça ne suffisait pas. On continuait quand même à célébrer au moins... Alors, on avait peut-être remplacé l'hibernation, le 11 novembre, là, par un grand saint, mais il restait le réveil de l'ours, là, le 2 février. Alors l'Église l'a remplacé par la Chandeleur. Donc si la Chandeleur est le 2 février, c'est pour remplacer le fait qu'on célébrait la sortie de la grotte de l'ours. Et la fête de la Chandeleur, donc, c'est la fête des chandelles qui, bénites et ramenées vers la maison, devait dissiper les ténèbres, éloigner les esprits du mal et protéger les intempéries. Alors, on a pu remplacer le culte de l'ours par un culte chrétien, mais l'ours existait bien toujours quand même. Il a évidemment sa place dans la symbolique médiévale. Il est intéressant de comparer la symbolique officielle de l'Église notamment et la symbolique populaire pyrénéenne. Il faut bien relever que l'animal avait une grande importance au Moyen-Âge. Il n'était pas considéré pour lui-même, mais en tant que porteur de symboles voulus par Dieu, des symboles du bien ou du mal. Tel animal était symbole du bien, tel autre était symbole du mal, et l'ours évidemment en est une belle illustration. L'ours avait été un animal dieu dans les mythologies anciennes, et dans la philosophie ou dans la science antique, il apparaît aussi. Alors et ça va se répercuter donc sur la science médiévale. Aristote, c'est un philosophe grec, mais qui a eu une très grande importance dans les connaissances scientifiques au Moyen-Âge. Pour Aristote, l'ours était un animal étonnant à cause de son hibernation et de ses habitudes alimentaires, puisqu'il était omnivore. Il est omnivore.
C'est tout. Donc Aristote, encore ça va. Après, ça s'est gâté avec Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, donc, est un philosophe et naturaliste romain qui a vécu au 1er siècle de notre ère. Alors lui, il dit « Aucun autre animal n'est plus habile à faire le mal ». L'ours, ça commence déjà à se gâter. Alors, il faut dire que Pline a eu une immense influence sur la science médiévale en général et sur les pères de l'Église en particulier. Et notamment sur Saint Augustin. Saint Augustin qui a vécu au 5e siècle et donc est un grand père de l'Église. Et il était scandalisé par une possible confusion entre la nature humaine, l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, et la nature animale. Il ne fallait pas confondre les hommes et les animaux. Et l'ours anthropomorphe était le cas extrême. Donc, Saint Augustin a déclaré Ursus et diabolus. L'ours, c'est le diable. Alors là, ça a été fini pour l'image de l'ours au Moyen-Âge. Alors ça confortait la condamnation de l'Église chrétienne. L'ours devint donc un animal diabolique. Alors cette idée était favorisée par l'aspect de l'animal. Son épaisse toison est synonyme de bestialité. Sa couleur sombre a une image très négative. Au Moyen-Âge, le brun, la couleur brune, était la pire des couleurs parce qu'elle alliait le noir des ténèbres et le rouge de la colère et de la violence. Et donc, c'est le nom de brun, dans le roman de Renard, on l'appelle l'ours brun, et c'est ce nom de brun qui va coller à l'ours dans la littérature médiévale. Et cette image diabolisée de l'ours va se répandre par les vecteurs de l'enseignement religieux. Les deux vecteurs traditionnels de l'enseignement religieux, c'était la prédication, c'est-à-dire les sermons, et le décor des églises. Les gens étaient illettrés, donc il fallait qu'ils entendent ou qu'ils voient des représentations. Alors la prédication d'abord, ce sont les exemplas. Les exemplas, ce sont des petits récits faciles à comprendre par un public populaire qui donnaient une leçon. Et les animaux étaient très souvent utilisés. Les animaux avaient un comportement humain très édifiant, donc à imiter, ou au contraire un comportement mauvais, donc à éviter. Alors les stéréotypes anciens ont perduré longtemps et on les retrouve dans les fables, par exemple dans les fables de La Fontaine, qui sont l'héritier direct de ces exemplaires du Moyen-Âge. Le renard est trompeur, le loup est bête, le lion est orgueilleux, et ça dure toujours. Et l'ours est peureux et bête. Alors, dans l'iconographie religieuse, c'est peut-être le plus important, l'animal est omniprésent dans le foisonnement de la culture romane. Et majoritairement, dans la culture romane, l'animal représente le mal. Le diable est figuré comme un être mi-homme et mi-bête. Dans les figurations de l'enfer grouillent des bêtes monstrueuses qui ne peuvent que terrifier les pécheurs. Et certains animaux finissent par incarner les vices et les péchés capitaux. Donc, je l'ai dit, le lion, l'orgueil, l'ours, la violence, la gloutonnerie, etc. Alors, les créatures diaboliques et terrifiantes peuplent les chapiteaux des nefs, les modillons des corniches, les voussures des portails pour rappeler la présence du mal. Et sur les chapiteaux des cloîtres, on voit de grands quadrupèdes qui luttent contre les hommes, évoquant le combat éternel du bien contre le mal. Alors là, on voit par exemple, en haut, ce sont des chapiteaux du cloître de Saint-Lizier. Celui du haut représente une lutte d'un homme nu d'ailleurs, face à un animal. Alors, il ne faut pas chercher une représentation zoologique précise. On a des animaux qui ont une tête d'ours et une queue de lion, etc. Enfin bon, ça c'est pas grave, c'est la représentation du mal. Alors certaines scènes sont très réalistes, on voit de véritables chasses à l'ours, d'autres sont plus allégoriques, comme probablement celle-là. Et on voit même d'autres scènes qui représentent des quadrupèdes enchaînés. Je ne sais pas si vous le voyez bien, celui du bas, oui, on voit des ours enchaînés. Alors là, il y a des divergences d'interprétation. Il y en a qui disent que c'est une représentation de montreurs d'ours, déjà. D'autres qui disent que c'est une allégorie de l'homme qui triomphe du mal représenté par les animaux. Alors ces animaux fantastiques ont continué à peupler les églises et à impressionner les fidèles jusqu'à ce que les canons de l'art gothique les enchâssent, les reléguant dans les gargouilles des cathédrales. Par contre,
les églises pyrénéennes, ça, ce sont des... Bon, ça c'est un cloître pyrénéen, d'accord, c'est le cloître de Saint-Lizier, mais qui a été réalisé par des ateliers, bon, commandité certainement par l'évêque de Couserans, donc par un grand prélat, et réalisé par des artistes de l'orbite toulousaine. Enfin, ce sont des représentations très officielles, enfin, qui correspondent à la représentation officielle de l'église. Par contre, dans les églises pyrénéennes, les églises de la montagne, on voit, on a un ensemble de représentations d'ours particulièrement intéressantes. Alors, la tradition romane, d'ailleurs, s'est perpétuée très longtemps dans les Pyrénées, enfin, au fond des vallées pyrénéennes, donc on a des églises romanes au XIVe siècle, voire au XVe. Mais surtout, on a des images beaucoup plus apaisées, beaucoup plus naturalistes. Et on sent qu'au fond des vallées pyrénéennes, on est moins dans le symbole, dans l'allégorie théologique que dans la représentation réelle. Alors là, vous avez des représentations de l'église de Mercus, près de Tarascon. Là, c'est en des détails. C'est un détail de Mercus, là aussi. Là, c'est l'église d'Olignac dans le Couserans. Vous voyez que cet ours, par exemple, il a vraiment l'air d'un ours en peluche. Il n'a pas l'air du tout d'être le symbole du mal, tel qu'on les voit dans les grands cloîtres romans. Donc, on a une différence entre l'animal signifiant, enfin celui qui avait un sens théologique, des clercs commanditaires, des grands chantiers, pour qui l'ours c'est le diable, et l'inspiration populaire des artisans de la montagne, où l'ours est un animal familier et porteur d'un potentiel bénéfique. On voit d'ailleurs ces ours à l'entrée des églises, au-dessus des portes, qui montrent que c'est enfin, quand on passe sous l'ours, c'est quelque chose de bénéfique, enfin, c'est pas une répulsif. Alors cette particularité pyrénéenne qui semble avoir existé en pleine époque romane, c'est d'autant plus développée dans les époques postérieures, où d'une façon générale, dans toute la chrétienté, alors on a des images plus naturalistes, plus proches de la nature, oui voilà. Et voilà, alors là donc, pour le XIIIe ou XIVe siècle, on a des représentations qui sont vraiment très, très mignonnes. Hein. Là, vous avez un ours, si vous voyez bien. C'est des bas-reliefs de l'église de Saint-Lizier, là aussi. Et là, c'est des petits ours de la Bastille de Foix, de Saint-Volusien de Foix. Je vous les signale parce qu'en général, on ne les voit jamais quand on rentre dans la Bastille de Foix. Ils sont très hauts au-dessus du cœur, mais ils sont très mignons. Voilà. Et... donc qui représente un peu cette vision familière de l'ours dans les vallées pyrénéennes. Au milieu du XIVe siècle, on a aussi, je ne sais pas si vous voyez bien là, une représentation qui se trouve, une fresque qui se trouve dans les Jacobins de Toulouse, dans le couvent de Jacobins de Toulouse, dans la chapelle de Dominique Grémat, chapelle Saint-Antonin. Dominique Grémat était un dominicain, mais qui avait été évêque de Pamiers. Et il a fait peindre dans une chapelle qu'il a fait construire à côté du cloître des Jacobins, des fresques qui relatent la vie de Saint-Antonin. Et Saint-Antonin, qui aurait été un ermite, etc., qui a vécu dans les montagnes, enfin, dit-on. Et alors là, vous voyez une montagne avec dessus un ours, là un isard, et là un bel ours qui monte la montagne. Voilà. Donc des représentations très naturalistes. Alors on peut dire que l'action de l'Église s'est bien exercée dans les Pyrénées, peut-être moins qu'ailleurs, parce que c'était loin quand même des grands centres religieux. Et dans les pays de montagne, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Mais elle n'a pas pu détruire le solide héritage de croyance et de familiarité. Les ours christianisés sont des ours devenus amis, tels ceux de Saint-Vallier ou de Saint-Aventin dont on a parlé tout à l'heure, ou même les défenseurs des hommes, tel l'ours qui a sauvé du viol Sainte-Colombe, une jeune martyre espagnole, honorée dans toutes les Pyrénées, qui a été sauvée donc par une ours. Alors il n'y a pas que les représentations. Alors, évidemment, les représentations visuelles étaient certainement celles qui étaient le plus à la portée du peuple. Mais il y a aussi la littérature populaire. Alors là, nous avons
Pareil, des notes d'un ethnographe. Non, c'est pas un ethnographe, c'est quelqu'un dans un village du fin fond du Couserans qui a rapporté des traditions locales. Alors, si on se penche sur la littérature orale, on a bien des exemples de récits très sombres d'ours maléfiques. Par exemple, il y en a autour de Gaston Phébus. Froissart, le chroniqueur Froissart, qu'on lui a raconté qu'au cours d'une chasse, Pierre de Béarn, le frère de Phébus, a tué un ours, après quoi il est devenu presque fou. Et sa femme s'est enfuie avec ses enfants parce qu'elle pensait que cet ours qui avait déjà maudit son père, avait maudit son mari. Voilà, une histoire très étrange. Bien plus tard, au XXe siècle, j'ai trouvé un récit en Pays d'Olme qui raconte comment on a découvert les traces d'un ours et les hommes ont décidé de provoquer sa mort. Donc ils ont scié le tronc de l'arbre auquel cet ours venait cueillir des fruits chaque jour. Et un vieil homme a fait remarquer que l'ours ne leur avait fait aucun mal et pourquoi il faudrait le tuer. Mais ils ont quand même agi. Et en fait, donc l'ours est bien mort, précipité dans le ravin par la chute de l'arbre qui avait été à moitié scié. Mais c'était une ours qui allaitait. Et donc les garçons du village sont allés chercher, ils se sont doutés qu'il y avait des petits ours dans une caverne, et ils sont allés les chercher, les ont trouvés, les ont tués. Et le lendemain, celui qui avait tué les petits ours a été retrouvé mort au pied du rocher, au pied duquel l'ours s'était écrasé. Et alors on dit que là, l'ours a porté malheur, mais en fait, non. L'ours n'a porté malheur que quand on lui a fait du mal. Hein, voilà. En fait, dans les légendes pyrénéennes, dans les contes ou dans les récits, on ne trouve jamais de référence à un ours malfaisant. Ou alors c'est comme ça, en punition d'un mal qu'on lui avait fait. Et la seule représentation négative de l'ours se trouve dans certains contes qui ne sont pas d'origine locale. Qui relève de la tradition du roman de Renard, où l'ours est malfaisant, enfin il n'est pas vraiment malfaisant, il est bête et peureux, il est souvent berné par l'homme. Mais dans les contes locaux, l'ours pyrénéen est très peu présent. Il y a des personnes qui ont fait des recherches sur les contes populaires languedociens et pyrénéens. On a trouvé qu'à peu près 1% des contes pyrénéens mettaient en scène un ours. Donc il n'y a pas beaucoup. Et on ne peut s'empêcher de voir là une survivance du sacré, du respect qu'il inspirait dans les temps lointains. Ici, dans les Pyrénées, on n'a pas envie de ridiculiser l'ours, alors qu'on ridiculise facilement le loup ou d'autres animaux. On peut dire qu'au cœur du pays des ours, on a manifestement fait une synthèse entre la tradition la plus lointaine de l'ours, qui dominait le monde animal dans les mythologies anciennes, et la synthèse donc avec des récits très largement diffusés, mais venus d'ailleurs, en redonnant à l'ours la place première dont les récits extérieurs l'avaient dépouillé. L'ours des Pyrénées a perdu au fil des siècles son caractère de divinité, mais il a gardé de sa très ancienne histoire un potentiel bénéfique. Alors, une tradition dont se serviront les montreurs d'ours plus tard, en fait un animal guérisseur. Par exemple, si un enfant était atteint d'épilepsie, on lui faisait faire 7 pas sur le dos de l'ours et il était guéri. On le racontait ça encore au début du XXe siècle. Et le plus beau témoignage de l'ours bénéfique, l'ours qui apporte le bien aux hommes, nous est donné dans les traditions de Noël de la montagne ariégeoise. On dit que la nuit de Noël, il y a trêve entre les bêtes sauvages et les hommes. L'ours vient frapper à la porte de la chaumière pour demander une place au coin du feu et une part du repas. Et il ne faut pas lui refuser. Il est profondément reconnaissant de l'accueil reçu et il laisse en récompense un don et toute l'année il aura la chance toute l'année pour la maisonnée. Voilà donc la part mythique de l'ours. Alors, la seconde partie, c'est sur les comportements contradictoires. Et nous avons vu en quoi l'ours appartient au patrimoine mythique de l'Occident, en général, et des Pyrénées en particulier, mais il est aussi bien réel. Et pendant des siècles, pendant des millénaires, l'ours a partagé la montagne avec lui. Alors ces existences parallèles sont faites, l'homme a partagé sa montagne avec lui,
Ces existences parallèles sont faites autant de familiarité et d'émotion que de chasse et de mort. Aucun animal n'a suscité de la part d'un homme de telles contradictions. Alors, on voit que ce qu'on a vu dans les légendes est aussi une réalité dans la vie quotidienne. On ne traite jamais la rencontre avec l'ours comme une rencontre avec n'importe quel autre animal. L'ours fait peur aux gens des villages, dans les vallées. C'est eux qui réclament des battues et qui en organisent. Pour eux, l'ours est une rencontre étonnante et on le redoute. Mais les hommes de la montagne, eux, non. Ils ne redoutent pas l'ours. Ils en voient souvent. Ils sont une présence familière qui peut s'avérer dangereuse, certes, mais qu'ils semblent considérer avec philosophie. Les bergers d'estive, on a beaucoup de récits là-dessus, les bergers d'estive, ils enferment leurs bêtes la nuit, ils s'entourent de chiens équipés de colliers à clous, et ils se lèvent à la moindre alerte pour mettre l'ours en danger si, par exemple, il intervient dans la nuit. Alors on dit que de temps en temps, il prend une brebis, mais enfin, on le voit avec philosophie, c'est la vie des estives. Et il y a vraiment beaucoup de témoignages de cette banalité acceptée. Par exemple, vous savez que le sous-préfet, le baron Haussmann, le futur baron Haussmann, celui qui va reconstruire Paris sous le Second Empire, a été sous-préfet de Saint-Giron dans ses jeunes années. Il s'est beaucoup habillé à Saint-Giron, mais quand même il a fait quelques sorties. Donc il est allé dans la montagne, et on l'a conduit, il a été bivouaqué dans la montagne couseranaise. Et là, par exemple, un soir, autour du feu, on raconte des histoires d'ours, et il y a un berger qui passe, qui dit, mais vous savez, vous êtes en train de camper sur le trajet d'un ours, cette nuit, ils vont passer, hein, il y a un couple d'ours qui passe. Mais tout le monde en rit, et dans la nuit, en effet, ils entendent, il y a les chevaux qui font du bruit, etc. Et au petit matin, ils voient qu'il y a des traces d'ours, les ours sont passés, et tout le monde en rit, et on va se rappeler cette histoire d'ours, et ça les perturbe pas davantage. Les guides de montagne, déjà au 19e siècle, il y a des guides de montagne, parce qu'il y a les voyageurs pyrénéistes qui vont parcourir les Pyrénées. Donc les guides de montagne sont encore plus familiers de ces rencontres. Ils rassurent leurs clients, si ces clients se montrent inquiets. Ils disent, mais non, vous savez, l'ours n'attaque jamais les hommes. Il suffirait, si nous en rencontrions un sur notre sentier, de nous détourner à 3 ou 4 pas, il passerait son chemin sans rien nous faire. Il y a même un pyrénéiste là qui dit que son guide, lui, chaque fois qu'il voyait des traces d'ours, il s'amuse à chercher l'ours pour avoir le plaisir de le faire déguerpir. Donc c'est un amusement, voilà. Et on raconte en plusieurs endroits d'Ariège l'histoire d'une femme qui se trouve face à face avec un ours dans un passage étroit, et alors elle se colle contre la paroi, et puis elle dit à l'ours, alors passe ou ça se passe, c'est-à-dire tu passes ou je passe. Et puis l'ours passe, il se croise, et puis voilà, ça n'a pas l'air de les perturber. Et à ce coup encore, auprès d'Ax-les-Thermes, au milieu du XXe siècle, on a des témoignages que l'ours ne s'approche pas des gens, on peut passer à côté et il ne dit rien. Alors l'ours est bien le seul animal sauvage qu'on humanise quasi systématiquement. Il n'est pas le représentant d'une espèce, il est un personnage. On ne dit pas j'ai vu un ours, mais on dit j'ai vu l'ours. Et on lui donne un surnom humain, on l'appelle loup-type, le bonhomme, ou loup pédescars, le va-nu-pied, loup croyat, le vagabond, l'escania, le déguenillé, ou le voleur, le bandit, parce que des fois il pique une brebis. Mais aussi on l'appelle maître, seigneur ou madame. Ce qui est une appellation respectueuse et non pas ironique. Et mieux encore, on lui donne un prénom chrétien. Martin est le plus courant, en relation avec la légende de Saint-Martin, de Saint-Vallier. On en trouve d'autres, tels Dominique ou Prosper. Bon, là, c'est le récit du guide qui s'amuse à faire fuir l'ours. Là, c'est un récit donc, du fin fond de Couserans où on dit que l'ours a 4 noms. Il s'appelle Compère Ourtalé, Philibert, Jambeau, le roi des ours des Pyrénées ariégeoises. Et chaque fois qu'on parle de lui, on en parle comme ça.
On se raconte des histoires où l'ours conduit comme un homme. On raconte qu'il y a des bergers et des chasseurs qui affirment que l'ours est un ennemi rusé, qui est capable de tout, qui peut entrer dans des granges fermées à clé, qu'il peut se retrancher derrière une murette et lancer des pierres pour embêter les gens qui passent. On raconte qu'on a entendu qu'il imite le cri du cerf pour l'attirer, ou qu'il prend une brebis sous son bras et qu'il s'en va en marchant debout. Alors forcément, si on trouve des aspects humains à l'ours, cela conduit à s'interroger sur la guerre qu'on lui fait et sur le bien fondé du comportement humain. Par exemple, Adolphe Dacier, qui est un écrivain originaire d'Aulus, en Ariège, dans le Couserans, il témoigne de cette humanisation et de cette réflexion. Alors, il fait un commentaire sur l'ours, il dit « Martin est un philosophe, mais un philosophe morose et taciturne qui n'aime pas être dérangé dans ses réflexions et ses calculs. Prendre une brebis devient une nécessité quand Martin a femme et enfant. Mais s'il est dans le célibat ou sa nourrisson, ou si ses nourrissons sont devenus adultes et ont déserté le toit paternel, il se contente volontiers des fruits qu'on trouve sur la montagne. C'est un bon père, un excellent époux. Voilà, il est l'exemple sur les montagnes des vertus domestiques. Le seul reproche qu'on lui a jamais fait est de se conduire parfois à l'égard des brebis et des génisses, comme nous le faisons nous-mêmes à l'égard des lièvres et des sangliers. Il est vaincu dans sa lutte contre l'homme, mais il a toujours le droit de dire à son rival, quand il le rencontre au détour d'un sentier, « Ne cherche pas à m'imposer par tes allures hypocrites. Sans ton action, c'est moi qui tiendrai le sceptre de la planète et elle ne s'en trouverait pas plus mal. Car jamais de mémoire d'ours, on a entendu dire que nous avons, comme toi, battu nos femmes et ensanglanté la terre de lutte fratricide. » Alors, comparer les comportements de l'homme et de l'ours amène à reconnaître à l'ours des sentiments humains et donc pour certains à s'interroger sur l'animal qu'on tue. On a par exemple un rapport du subdélégué de la province de Languedoc sur une chasse à l'ours en pays de Sceaux, donc ça c'est dans l'Aude, pour une fois. En 1779, déjà au XVIIIe siècle, où une ours traquée a cherché à protéger ses petits. Les chasseurs ont tué les petits et l'ours ne voulait pas abandonner le cadavre de ses oursons et elle s'est fait tuer parce qu'elle ne voulait pas abandonner ses oursons. Et celui qui fait ce récit, il ne plaint pas l'ours, mais quand même il lui reconnaît des sentiments humains en disant que c'est parce qu'elle ne voulait pas abandonner ses petits. On a aussi le souvenir rapporté par des paysans de la montagne ariégeoise au début du XXe siècle. Et alors, ces deux hommes qui aperçoivent un ours en train de se baigner dans un étang, ils s'approchent, l'ours les regarde, puis il fait tranquillement demi-tour, et à ce moment-là, un homme lui tire dans le dos, et il le tue. Enfin, pendant qu'il agonise, il regarde son tueur, et il semble lui dire « Je vais mourir par ta faute. Tu me reproches de manger quelques têtes de bétail de temps en temps, alors que toi t'en manges toute l'année. Si je tue, moi, c'est par nécessité, mais toi t'extermines pour la gloire, pour le plaisir de clamer dans ton village, j'ai tué l'ours. Jamais mes pattes n'ont été salies du sang d'un de mes semblables, mais toi, l'être civilisé, peux-tu en dire autant? Quand je serai mort, tu ouvriras mon ventre et tu verras ce que j'ai mangé. » Et on a ouvert son ventre, et à l'intérieur, on n'a trouvé que des fruits. Ça, c'est le genre de récits donc, qui sont des récits qui humanisent vraiment l'ours. Et qui témoignent de l'évolution de l'esprit humain sur l'animal sauvage. Et il y a une histoire extraordinaire, et qui est une histoire vraie, qui illustre ces rapports entre l'homme et l'ours. C'est l'histoire de la femme sauvage. En 1807, des bergers et des chasseurs ont vu plusieurs fois dans le massif du Mont-Calm, le Mont-Calm c'est pas loin de Tarascon, en Ariège toujours, qui ont vu une femme nue qui courait de rocher en rocher. On a fini par la capturer, elle s'est échappée, elle est repartie vers la montagne, l'hiver arrivait, et bon, elle est repartie dans la montagne pendant l'hiver, on a pensé qu'elle devait être morte, quoi, et au printemps on l'a retrouvée. Elle était toujours là, et là on a réussi à la capturer, et on l'a mise en prison. Parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Elle est morte bien vite. Alors on l'avait interrogée. Elle ne disait rien, elle ne parlait pas.
La seule parole qu'on a réussi à lui extorquer, c'est qu'on lui a demandé, mais vous n'avez pas été... les ours, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est dangereux, vous n'avez pas été attaqué par les ours. La seule parole qu'elle a dit, c'est les ours, ils étaient mes amis. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui a été répété. On connaît cet épisode par le sous-préfet de Foix qui l'a raconté dans un petit récit qu'il a publié dans un journal parisien. Alors on peut douter de la cohabitation, on peut douter que cette femme a vraiment vécu avec des ours, mais ce qui est important, c'est que ce sous-préfet l'a écrit. Alors, où il l'a inventé pour pimenter son récit, où on le lui a raconté sur place, l'important c'est qu'on a fait le lien entre la femme et les ours. Et ça montre qu'encore au temps du Premier Empire, on a ces traditions ancestrales de familiarité entre l'ours et l'homme, et particulièrement entre ours et femmes, hein, étaient toujours en vigueur, quoi. Et ça montre la solidité du mythe. Un humain vivant dans la nature sauvage est forcément en symbiose avec son double symbolique. Et c'est tout de suite ce qu'on a dit de cette histoire de femmes mystérieuses. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cette histoire a suscité une abondante littérature à l'époque romantique. Il y a ce texte de Basque de la Grèze, le sous-préfet de Foix. Ça c'est un récit, on peut dire un témoignage quasiment... il ne l'a pas vu lui-même, enfin, c'est presque de visu, quoi. C'est un témoignage presque administratif. Et puis il y a eu des romans qui ont été écrits, qui ont raconté des histoires. On a inventé des histoires, une femme devenue folle parce que son mari avait été tué par des brigands, ou parce que son enfant était mort, enfin bref, des choses comme ça. Mais alors, on voit que dans le texte d'origine, on peut dire la première version, la version locale, l'ours protège la femme. Elle dit... Les ours ont été mes amis. Voilà. Alors que dans les romans, on présente la femme comme bienveillante pour les ours. C'est-à-dire que dans le récit local, on voit qu'il y a toujours cette tradition de l'ours protecteur des Pyrénées. Tandis que dans la littérature nationale, on peut dire on a encore cette idée un peu chrétienne de la supériorité de l'être humain sur l'ours. Donc c'est pas du tout sur le même plan. C'est une histoire vraie. Hein. Alors, pourtant, cet animal si proche, si humain, entre guillemets, les hommes l'ont chassé sans merci. Ça, c'est la contradiction fondamentale sur l'histoire de l'homme et de l'ours. Les ours étaient abondants dans les Pyrénées au milieu du XVIIe siècle, et puis sa présence a diminué régulièrement. Le coup fatal a été porté probablement au XVIIIe siècle. Alors c'est très bien connu dans la Haute-Vallée de l'Ariège, dans le consulat d'Ax et la baronnie de Châteauverdun. Là, on voit la comptabilité des consuls de Châteauverdun au XVIIIe siècle, où on voit les primes pour les ours. Rien que dans cette page, il y a 9 ours qui ont été tués la même année, qui ont donné lieu à des primes. Et alors, à cette disparition progressive de l'ours, il y a plusieurs raisons, bien sûr. Il y a l'impact de plus en plus fort de la présence humaine, avec la déforestation, l'écobuage, le charbonnage, la construction de voies forestières et pastorales qui portent atteinte à l'écosystème dans lequel vit l'ours, les activités industrielles de la montagne ariégeoise était très industrielle, il y avait des forges, il y avait des mines, et puis plus tard il y a eu les barrages d'altitude. Mais c'est la chasse permanente et sans merci qui reste au premier plan. La chasse viscérale contre une espèce déclarée ennemie de l'homme, mais aussi une chasse de profit. L'ours rapportait des primes, rapportait par la quête, on en parlait, rapportait la viande, la peau, etc. Et puis, il faut rajouter aussi que les ours se reproduisent lentement. Enfin, les ours ont des petits, en général 2, 3 c'est très rare, et avec un temps très espacé. Et donc c'est une espèce vulnérable. Et en plus, on s'est mis à chasser les oursons. Pour en faire des objets à montrer.
Alors pourquoi est-ce qu'on a chassé l'ours jusqu'à l'extinction, alors qu'il apparaît tellement familier des humains? Alors réponse première paraît évidente, on l'a chassé parce qu'il attaquait les récoltes et les troupeaux, donc il s'attaquait aux moyens de subsistance des humains. Mais en fait, il y avait d'autres prédateurs s'attaquant aux récoltes, comme le sanglier, ou aux troupeaux, comme le loup, le lynx, l'aigle, à la basse-cour, comme le renard. Tous ces animaux ont été chassés, mais ces chasses n'ont jamais provoqué les manifestations, les comportements, les récits, le mythe qui a provoqué la chasse à l'ours. C'est donc que la chasse à l'ours était autre chose que la simple destruction de nuisibles. Alors, tout ce que nous venons de dire sur l'ours, que ce soit dans le domaine du mythique ou dans le domaine du réel, le place hors du commun animal. C'est le plus gros des animaux sauvages, et son allure humanoïde, son humanisation populaire, en font quasiment l'égal, en font quasiment de sa chasse une chasse d'égal à égal, quoi. La part de surnaturel qui lui est attribuée ajoute à la fascination. Dans une société pastorale, le plus grave est la perte de bétail, bien sûr. Elle provoque des réactions passionnelles qui prennent la forme d'actes instinctifs de vengeance. Et autour de l'ours se cristallisent toutes les peurs face à la nature, les aléas de l'élevage, les impuissances humaines, le malheur paysan. Alors, la lutte contre l'ours prend alors une dimension communautaire. Il est le seul animal à provoquer des battues collectives improvisées. Il y a eu des tueurs de loups, chasseurs de primes, il y a eu des battues aux loups, mais ces battues aux loups étaient toujours ordonnées par l'administration, par l'autorité. On ne voit pas des villages se lever contre le loup. Par contre, contre l'ours, oui. Dès qu'on signale un ours, on voit les traces, même si l'ours n'a rien fait, n'a pas attaqué de bétail, rien du tout. Si on voit des traces d'ours, immédiatement le village se lève. On voit par exemple là, en 1879, un récit dans les journaux. Un ours énorme s'est permis le 9 mai à 3 h du matin de passer au milieu du village de Salot. Et à 10 h, 20 hommes dévoués se sont mis sur la piste de l'animal et sont parvenus à loger dans son corps 5 balles. Voilà. Vous avez là aussi le récit dans le journal d'une battue aussi à Ussat. Et à la fin de l'article, on raconte toute la battue. C'est les hommes qui se sont... ils n'ont pas attendu que l'autorité les appelle, quoi. C'est eux-mêmes qui organisent une battue. Et à la fin, le rédacteur du journal dit qu'il félicite les courageux chasseurs d'Ussat. Alors, la lutte contre l'ours, c'est un grand moment de la vie communautaire. Alors, dès qu'on a vu des traces d'ours, donc, on se lève. Et la battue décidée canalise les agressivités, efface les conflits internes et appelle à l'unité devant l'ennemi commun. Et donc renforce la communauté. L'ours est un être supérieur, un surhomme qui mérite le combat. C'est l'ennemi le plus difficile à vaincre. La victoire est donc un acte héroïque et on la célèbre. La grande fête du retour de la chasse associe toute la population, les hommes, les femmes, les enfants se réunissent tous autour du chasseur. Là on voit par exemple une image romantique, on voit la chasse à l'ours dans la montagne et puis le retour dans le village avec les habitants sur le chemin. Et la presse commente tout ça et célèbre on a des articles, chaque fois qu'on tue un ours, on a un article dans les journaux locaux. Et le rite le plus complexe, c'est celui de l'exhibition de l'ours. Alors on voit là des photos, alors c'est concrétisé par la photographie au début du XXe siècle. Là on voit le tour de ville de l'ours à Castillon, donc un Couserans, vers 1920. Là, encore en 1940, un ours qu'on amène devant la préfecture de Foix pour demander au préfet qu'il donne la prime. Au début, les primes étaient données par les communes, ensuite ça a été par l'État, donc c'est le préfet qui distribuait les primes. Et là, on voit, ça c'est la plus horrible, je trouve, un grand chasseur d'ours de l'Ariège, Tambel, qui est devant une boucherie avec 2 ours. Ils ont l'air bien vivants, hein, mais c'est des cadavres. Hein. On les a exposés comme ça, avec une attitude bien vivante. Donc c'est des mises en scène macabres qui sont la dernière étape, on peut, de l'humanisation de l'ours. On n'a jamais fait ça qu'avec les ours, quoi. Hein, et on les présente un peu comme des humains. Là, c'est évident, hein, on le présente debout avec un bâton comme un berger. Alors,
La battue collective était un événement qui valorisait, qui exaltait la communauté. Que dire alors de celui qui a vaincu l'ours à lui tout seul? Le chasseur d'ours est le plus grand des chasseurs. Mais dans les Pyrénées, le plus grand des chasseurs a forcément vaincu l'ours. Par exemple, on raconte que Gaston Phébus est mort, il est mort subitement, à la suite d'une chasse à l'ours. Comme c'était près de Sauveterre, en Béarn, il est probable qu'il n'y avait pas d'ours là, et que c'est certainement pas une chasse à l'ours, c'était probablement une chasse au cerf. Mais forcément, comme il était connu comme le plus grand des chasseurs, donc forcément, il est mort à la suite d'une chasse à l'ours. Ça c'est encore le livre de chasse de Gaston Phébus qui représente une chasse à l'ours. Ça c'est une chasse à l'ours qui est peinte sur le plafond du manoir de Fiche près de Verniolle. Donc Gaston Phébus est lié à l'ours lui aussi, et 2 siècles plus tard, son successeur Henri IV a lui aussi chassé toute sa vie et toutes sortes de gibier. Mais c'est la chasse à l'ours qu'il a fait sur les terres. Il est venu chasser l'ours au-dessus de Mérins, en Ariège. Comme ça, Henri IV était comte de Foix. Avant d'être roi de France, il a été comte de Foix. Et il a chassé l'ours donc dans les montagnes de Haute-Ariège. Et le poète Saluce du Bartas s'est servi de cette chasse à l'ours pour écrire un poème à la gloire d'Henri, roi de Navarre, donc, où il compare Henri qui a vaincu l'ours avec Hercule qui a vaincu le lion de Némée. Donc le lion de Némée était des travaux d'Hercule. Et on dit que Hercule, il a traversé les Pyrénées par l'Ariège, bien sûr, et il a laissé ensuite comme roi de Foix son neveu. Donc Hercule, en fait, il est ancêtre des comtes de Foix. Et donc on retrouve ça au XVIe siècle avec ce poète qui fait le lien entre Hercule et le lion de Némée et Henri IV et l'ours de Haute-Ariège. Voilà. Alors, ça c'est les plus... Alors, il y a aussi un autre chasseur d'ours célèbre, c'est le prince de Monaco, Albert Ier, qui est venu... Ça c'est une autorisation du préfet de l'Ariège qui lui donne l'autorisation d'aller chasser un ours. Par contre, bon, il n'y a pas que ces grands personnages, il y a donc des chasseurs d'ours locaux qui sont connus à travers les archives par les primes qu'ils reçoivent. Alors tout ça sont des primes, des textes d'archives qui instituent des primes pour les chasseurs d'ours. Alors les chasseurs d'ours percevaient une prime, ils vendaient aussi la peau et la graisse. La graisse, ben, c'était quand même une source importante pour la nourriture, je ne sais pas trop, mais pour l'éclairage. Enfin, et la peau d'ours aussi, elle est utile peut-être pour se couvrir, mais aussi le surnaturel qui entourait l'animal fait de la peau d'ours un cadeau de choix. Donc, il y a des ours aussi qu'on a chassés pour avoir la peau, pour en faire des cadeaux aux autorités locales. Donc là, on a des textes qui montrent, qui donnent, enfin, c'est la comptabilité des consuls de Sexe en Couserans aussi, qui paient à un chasseur la peau qu'ils vont offrir à l'intendant de Languedoc, voilà, ou à l'évêque de Rieux. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, on a des paysans chasseurs d'ours qui deviennent célèbres. Il y a par exemple un Philippe Rousseau de Montferrier, près de la Velanée, qui en 1788 est venu à bout d'un ours, paraît-il, en corps à corps, et il l'a étouffé en lui tenant la langue. Bon, je laisse la réalité de la chose, mais cette affaire a été connue jusqu'à la Convention nationale. Et en l'an 2, la Convention à Paris a voté une prime pour ce courageux chasseur d'ours de l'Ariège. Et la Convention a ordonné aussi à un peintre en renom de l'époque de faire un tableau représentant Philippe Rousseau chassant son ours. Apparemment, ce tableau est exposé à la Convention. Bon, il a disparu depuis. Il y a eu un autre chasseur ariégeois qui était connu, Ramuch, un pâtre d'Hercé, qui est sorti aussi vainqueur d'une lutte épique avec un ours. Alors peut-être que c'est cette histoire du premier là, qui avait eu son portrait commandé par la Convention qui lui a fait rêver de richesse. Il a fait le tour de France avec sa peau d'ours pour montrer la peau de l'ours en essayant d'avoir de l'argent avec ça. Bon, ça n'a pas marché. Il est revenu en Ariège ruiné.
Et apparemment, sa peau a fini vendue à un brocanteur qui a fait une descente de lit. Mais il était passé par Bordeaux, et à cette époque-là, il y avait Goya, le peintre Goya, qui était de passage à Bordeaux, et il a eu cette histoire. Donc Goya a fait une estampe qui se trouve, apparemment je ne la connais pas, mais qui se trouve au musée du Prado, qui représente Ramuch, peintre d'Hersey, combattant son ours. Et donc, le premier texte, c'est celui qui raconte l'histoire devant la Convention. Et ça, voilà, le mythe des chasseurs d'ours au XXe siècle s'est enrichi par la photographie. Parce que Lalo, c'est un surnom, hein, c'est un des plus grands chasseurs d'ours de l'Ariège, qui a fait l'objet de cartes postales, qui donc s'est répandu dans toute la France. Il y a même eu cette photo est parue dans l'Illustration, le grand journal national, et même dans le Soir, le grand journal de Bruxelles. Oui. Et sur place, évidemment, il était un héros, et la presse confirmait un peu tous ses exploits. Puis on racontait des histoires. On racontait que, par exemple, Lalo, quand il mangeait, quand il était en traque de l'ours, il s'asseyait pour manger. Il coupait son jambon avec son couteau sans jamais regarder ses doigts, parce qu'il regardait toujours loin pour voir s'il ne voyait pas un ours. Et malgré ça, il ne se coupait jamais. Voilà, enfin, des trucs comme ça. Ou il y en avait un autre qui, quand on faisait des récits autour du feu, il y avait la fumée qui envahissait les cabanes, mais lui, ça ne le touchait pas à lui, parce que voilà, c'était des sureaux. Alors, donc, le chasseur d'ours, c'est un héros. Voilà. Mais alors, une exploitation de l'ours particulièrement originale, donc, s'est développée en Ariège. C'est pour ça que je dis que c'est en Ariège quand même que l'ours a connu sa plus intense cohabitation, disons. Alors, c'est les ours qu'on a domestiqués. Alors voilà, on allait prendre des ours dans les montagnes, voilà ce qu'on appelle la cueillette d'oursons. Voilà, la première mention, à ma connaissance, de montreurs d'ours d'Ariège, c'est un registre de police d'une auberge de Toulouse en 1751, quand même, où on voit des habitants d'Aulus qui signent pas signé, mais enfin, ils sont inscrits sur le registre de l'auberge. On dit qu'ils sont là pour montrer un ours. Là, c'est une espèce d'encyclopédie qui a été réalisée par un instituteur au début sous Napoléon, et qui décrit déjà que donc c'est les montreurs d'ours qui sont devenus l'occupation de montreurs d'ours est devenue la spécialité de certains villages du Couserans, c'est Hersey, Ustou et Oust. Voilà. Alors donc il y a 3 villages d'Ariège qui se spécialisent là-dedans. Alors là on voit alors tout ça c'est l'époque, à partir du milieu du 19e siècle, la fin du 19e siècle, surtout il y a la photographie, donc c'est popularisé par la photographie. On voit des ours élevés dans les maisons. Alors au début ce sont des ours qui ont été capturés dans la montagne pyrénéenne, après comme il n'y en a plus assez, on est allé les chercher en Russie ou en Europe centrale déjà, vous voyez. Et on les élève à la maison. Vous voyez, là, ils mangent avec la famille. Là, on voit une campagne électorale, ça c'est le comte Bégouin, c'est un notable local. Il s'est présenté à des élections et il va visiter les villages et il raconte qu'on lui présente des habitants non électeurs. C'est des ours, il y a des dames à un chapeau et tout, là, là c'est le dressage. Et puis après, les montreurs d'ours partent sur les chemins. Alors ils partent d'abord en France, et puis dans les pays voisins, en Espagne, en Italie, puis en Angleterre, et puis ensuite ils partent en Amérique du Sud, ou alors à New York. Et voilà quelques scènes Alors, il faut bien dire que l'argent est là. Alors vers 1890, un oursalier, on appelle ça oursalier, gagne 8 fois plus qu'un journalier agricole. Il arrive qu'il ramène 3000 francs. 3000 francs dans l'année, c'est 2 fois le salaire annuel d'un instituteur. Donc c'est quand même, pour un paysan de la montagne, c'était pas mal. Alors le maximum de l'activité s'est situé dans les années 1860. Et dans la décennie 1860, il y a 4 montreurs d'ours qui ont demandé leur carnet de saltimbanque
C'était un carnet obligatoire pour toutes les professions itinérantes. Et en 1868, ils étaient 32. Vous voyez donc, ça va en augmentant, et puis le déclin s'annonce vers 1890, mais pendant plusieurs décennies encore, on verra les montreurs d'ours ariégeois sur les routes de France et du monde. Par exemple, il existe toujours, je crois, à New York, dans Central Park, un rocher dit le Roc d'Hersey, où se retrouvaient de temps en temps les montreurs d'ours ariégeois qui étaient à New York. Là, on a un contrat de vente qui a été passé entre deux habitants du Stoux pour un ours. Alors, les acheteurs, c'est des montreurs d'ours, quoi. Ils sont partis en Amérique, pardon. Et malheureusement, ça s'est mal fini, là, parce qu'à la Nouvelle-Orléans, ils ont montré leur ours, et là, il y a eu une panique. Un spectateur qui a eu peur, et il a fini par tuer l'ours et un des montreurs d'ours, de celui qui avait signé le contrat. Ça, c'est en Angleterre. On raconte aussi que la reine Victoria, un jour, les montreurs d'ours ont rencontré la reine Victoria sur une route, elle passait en carrosse, et elle a été étonnée, ils lui ont montré les tours et les a invités au château de Windsor. Il y a plein d'histoires comme ça sur les montreurs d'ours. Et donc, ils sont originaires de 3 villages ariégeois, Hersey, Stoux et Oust. Il y en a quelques-uns ailleurs, mais beaucoup moins. Alors, les photographies d'éleveurs et de montreurs d'ours de l'Ariège connurent une très grande diffusion sous la forme des cartes postales. Ces cartes postales sont répandues dans la France entière et au-delà sans doute en suivant les routes de l'immigration. Une image pittoresque mais aussi fortement identitaire de cette partie des Pyrénées. Il ne s'agissait en fait que d'une activité propre à 3 villages ariégeois, mais on a l'impression que c'est toutes les Pyrénées qui les représentent. Alors, il faut bien dire que l'ours a toujours eu une place de premier plan dans la vie pyrénéenne. Après le foisonnement des églises romaines, il a continué de figurer dans le vestiaire ou dans les armoiries. Là, on a des exemples, là c'est les couverts de Mirepoix. Il y a un bel ours. Ça, c'est le plafond du château de Fiche. Là, ce sont des armoiries parlantes qui représentent les ours. Puis, à l'époque romantique, il y a eu beaucoup de gravures. Alors qui représentait par exemple un ours qui menace, là il y a un jeune couple insouciant et l'ours les menace, ou là un ours qui est incrusté dans une carte postale représentant une caverne. Alors c'est au temps où les Pyrénées s'ouvrent sur le monde, au temps des voyageurs écrivains, des peintres romantiques et des stations thermales, qu'il va devenir à l'extérieur le symbole des Pyrénées. Quoi de plus attirant et de plus exotique qu'un animal sauvage qu'on ne peut voir ailleurs que dans ces montagnes. Et en plus il a dans son sillage la fascination pour le fauve, le frisson du danger, l'admiration pour celui qui l'a vaincu. Le voyageur aux Pyrénées l'entend appeler le moussu, l'homme, le monsieur. On lui raconte des légendes qui habitent le paysage et des histoires terribles de face à face et de corps à corps. Et il saisit instinctivement que le rapport de l'homme et de l'ours ne ressemble à aucun autre rapport avec le monde animal. On lui fait miroiter aussi dans les restaurants des stations thermales, on dit qu'on va lui servir du steak d'ours. Alors il paraît que c'est vraiment très mauvais. Mais ça fait rien, comme c'est l'ours, ça fait exotique, donc on sert de l'ours ou des pâtes d'ours, quoi. Bon, les locaux ils disent que c'est pas bon, mais les touristes ils trouvent que c'est bien. Et alors le voyageur aux Pyrénées, il a sans doute pas vu l'ours, mais de retour chez lui, il se flatte d'avoir été en proximité. Par exemple, le futur préfet Haussmann, toujours lui, quand il est de retour dans les salons parisiens, il dit « On me fit raconter mes pérégrinations en montagne dans le pays de l'ours. » Voilà. Et alors, cette identification de l'ours et des Pyrénées a atteint son maximum avec l'affaire de Cominac. Alors, vous savez qu'en décembre 1905, on a voté la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ça impliquait qu'il fallait faire l'inventaire de tout ce qui se trouvait dans les églises. Tout le mobilier d'église, tous les objets devaient être inventoriés par le percepteur, enfin par l'autorité publique, parce que ce qui était dans les églises avant la loi de 1905 restait copropriété de la commune, et ce qui devait être après 1905, c'est toujours le cas, est propriété de l'église. Donc il fallait faire ces inventaires. Mais il y a des endroits où on a trouvé que vraiment c'était pas bien, c'était une intrusion inadmissible dans la vie des communautés. Et alors, il y a eu un village, un hameau même, un hameau, le Cominac c'est même pas un village, c'est un hameau de la commune d'Hersey, au pied du mont Vallier. Alors là, au mois de mars 1906, donc, il y a le percepteur d'Oust, qui est le village en bas,
escorté de gendarmes qui montent dans le village pour faire l'inventaire de l'église. Et là, devant l'église, il y a toute la population réunie, et devant le porche, il y a 4 curés, parce que le curé de Cominac, il a battu le rappel et il a appelé les voisins. Il y a 4 curés et 3 ours. Alors les ours, quand même, bon, ils sont tenus en laisse par les montreurs d'ours, en fait. Mais quand même, ils ont l'air très menaçants. Alors le curé leur fait une grande déclaration en disant qu'ils n'ont rien à faire, enfin, le percepteur et les gendarmes n'ont rien à faire ici, que cette église a été bâtie par les habitants et notamment par les montreurs d'ours. C'est parce qu'ils ont marché sous le ciel blanc du Mexique ou dans le froid du Canada, etc., et qu'ils ont ramené de l'argent pour bâtir leur église, que c'est leur église et que l'administration n'y mettra pas les pieds. Et les ours commencent à grogner, donc le percepteur et les gendarmes sont repartis. Et alors, bon, ils sont revenus plus tard, mais bon. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait appelé les photographes quand même. Et on a fait beaucoup de publicité autour de ça, au point que cette image ça c'est les cartes postales, le premier, c'est les cartes postales. Et ça, c'est l'illustration, le fameux journal parisien, de l'illustration où on montre l'inventaire de Cominac. Et ça a eu un retentissement énorme parce que les montreurs d'ours ont envoyé, enfin, toutes les familles locales ont envoyé des cartes postales dans le monde entier à leur famille montreurs d'ours. Et ces cartes postales, d'ailleurs, il y a une association actuellement en Couserans qui les répertorie. On en a retrouvé en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique, enfin vraiment partout. Et même les journaux. Alors, on a même un journal australien qui a raconté l'histoire de l'inventaire de Cominac. Alors là, c'est les fake news qui ont traversé les océans. Hein. Alors, de la petite église de Cominac au pied du Mont-Vallier, on a fait une cathédrale. Et on a raconté que les habitants avaient affamé des ours, les ont enfermés dans la cathédrale, ils ont enfermé les soldats de la cathédrale avec des ours affamés. C'est ce qu'on a raconté dans les journaux australiens. Voilà. Alors, cet épisode, bien plus qu'un fait religieux, c'est pas vraiment un fait religieux. L'Ariège n'a jamais été un bastion du catholicisme, loin de là. Donc c'est pas vraiment l'inventaire de l'Église qu'on a contesté, mais c'est le fait que l'administration s'immisce dans la communauté. Et ça c'était traditionnel pendant des siècles. Chaque fois qu'il y a eu une intrusion de l'administration, il y a eu des émeutes, des attroupements. On n'a jamais fait des véritables révoltes, mais c'était des attroupements. Les gens se rassemblaient pour chasser les autorités. Et là, on peut dire qu'ils ont utilisé quand même un outil vraiment très intéressant. L'ours était l'animal mythique, le double sauvage et quasi divinisé de l'homme. Il était terrifiant pour l'étranger, donc pour les gendarmes, mais il était familier aux habitants de Cominac qui ne le craignaient pas. Et qui mieux que l'ours pouvait-on dresser contre l'administration, pour défendre la communauté agressée. Donc, autant que leur richesse économique, c'était ainsi en quelque sorte l'âme et l'orgueil de leur village que les habitants de Cominac ont opposé à l'administration. En fait, en ce début du XXe siècle, on avait puisé au fond des vallées couseranaises dans un patrimoine de mythes, de comportements et de folklore venus du fond des âges pour s'opposer à l'État. Et face à la loi républicaine, on s'était mis sous la protection des ours. Donc toujours l'ours protecteur. Alors, les inventaires de Cominac sont l'exemple le plus frappant de l'utilisation de l'ours par les Pyrénéens. Mais l'ours a continué à occuper l'espace pyrénéen. Il a toujours été donc, le symbole majeur du pays. Il fait vendre, alors on l'a utilisé dans la publicité. Voilà, le camembert de l'ours. En plus, il y a un jeu de mots, le camembert de l'ours, vous voyez, il porte le camembert en équilibre, c'est pour montrer que le camembert, c'est un bon équilibre diététique. On a les pastilles d'Olus avec un montreur d'ours, voilà. Aujourd'hui encore, vous avez le fromage de Bamalou, de Betmal, qui représente un montreur d'ours, enfin une certaine marque qui représente un montreur d'ours. Voilà.
Et même à l'intérieur du territoire ariégeois, on a utilisé l'ours. Par exemple, la société de rugby d'Orgibé en 1920 s'appelait les Ours des Pyrénées ariégeoises. Le ski club du Stou s'est appelé Ours. Enfin, on a utilisé ça. Et actuellement, il a aussi retrouvé les murs des églises. Enfin, là, c'est pas l'église, c'est un tableau d'un peintre de Saix. Ça, c'est l'église du Stou, où on voit les montreurs d'ours, l'histoire de Saint-Vallier, son ours Martin et son âne Martin et l'ours, et des montreurs d'ours. Et ça, c'est une chapelle de l'église du Stou, où on voit plusieurs ours pyrénéens. Il y a toute la faune pyrénéenne. C'est la chapelle Saint-Blaise. Saint-Blaise est le patron des animaux. Alors, mais il faut bien dire, pour conclure, je dirais que il faut bien dire que c'est au moment où l'ours est devenu un produit d'appel pour les Pyrénéens, au moment où on l'a brandi comme symbole de l'identité et des libertés du peuple pyrénéen, autant en matière touristique qu'en matière de lutte contre l'administration, en matière politique, on pourrait dire. C'est à ce moment-là qu'on a achevé de le détruire. C'est l'aboutissement contemporain de la contradiction qui a toujours présidé au rapport entre le Pyrénéen et l'ours. Et à partir de la première moitié du XXe siècle, des voix se sont élevées pour arrêter la destruction des ours dans l'administration, dans l'administration surtout. Les eaux et forêts sont les forestiers les premiers qui ont essayé de défendre les ours. En 1947, on a arrêté de verser des primes aux chasseurs d'ours. En 1954, on a fait un décompte et on a estimé qu'il y avait à l'époque 70 ours dans les Pyrénées. En 1957, la chasse a été officiellement fermée. En 1962, elle a été définitivement interdite. Et en 1979, l'ours est devenu une espèce protégée en Europe et en 1981 en France. Et l'ours cannelle était la dernière ours des Pyrénées. Elle a été tuée par un chasseur en 2004. Alors, les ours qui repeuplent aujourd'hui les Pyrénées sont des ours slovènes. Alors, laissant moi d'autres commentaires polémiques et incidents dramatiques, je relèverai tout de même une chose. Continuant une tradition sans doute venue du fond des âges, on continue à donner un nom à chacun des ours des Pyrénées, aujourd'hui encore, ce qu'on ne fait pour aucun autre animal sauvage. Voilà, je vous remercie. Juste une petite question, il y a quelques années, j'étais à Axat, et il y avait une fête de la forêt, enfin, du bois, et il y avait un monsieur qui était venu faire le montreur d'ours. Donc je voulais savoir s'il existait toujours, ce monsieur, parce que c'est il y a peut-être une dizaine d'années, et si vous le connaissez. Non, je ne connais pas. Parce qu'il me semble avoir compris que c'était lui qui avait dressé les ours pour le film L'ours. Ah, c'est possible, alors oui. Il n'existe plus de montreur d'ours ariégeois, voilà. Mais par contre, montreur d'ours, ça existe encore. Ça va être très rare, mais il existe encore, de toute façon. Oui, c'était pour le cinéma, là. Et pour le cinéma, oui. Non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Les montreurs d'ours ariégeois, il n'y en a plus à partir du début du XXe siècle.